Bonjour à tous, bienvenue sur Fait Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast et je suis très heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Depuis 1 an, j'ai reçu des aquarellistes, des illustratrices, des créatrices qui travaillent le papier, le tissu ou le fil ou qui créent des Do It Yourself. À chaque fois, c'est passionnant et très inspirant d'entendre ces artistes nous parler de leur passion dont elles ont fait leur métier. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 39e épisode dans lequel je vous propose de découvrir Morgane Boulier, une artiste française installée à Tokyo depuis quelques années. Morgane a démarré sa carrière dans le dessin d'animation et un jour, son mari et elle ont eu envie d'autres aventures à l'étranger. On a donc parlé voyage entre le Japon et le Québec et de son initiation à l'art du sumie, un style de peinture japonaise qui va bien au-delà de simplement de la peinture. Cette découverte a façonné son art et ses créations jusqu'à l'aider à trouver son propre style. Aujourd'hui, Morgane vend ses créations sur Etsy, sous la forme d'affiches par exemple, et elle collabore avec des entreprises ou des éditeurs. Dépaysement garanti avec cet épisode. Bonne écoute! Bonjour Morgane, je suis très contente de te recevoir dans le podcast Fait Main. Bienvenue. Merci Mélanie, merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir de participer à ton podcast. Tu peux nous dire en quelques mots qui tu es, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Morgane Boulier, je vis au Japon, je suis française. Donc, je suis artiste illustratrice, selon comment on veut se définir en fait. Et je partage des petits bouts de Japon, mes créations, et puis toutes mes petites connaissances au sujet du sumie, qui est un style de peinture japonaise que j'ai appris ici à Tokyo et pour lequel je suis passionnée. Voilà. Ouais. Alors moi, j'étais super contente quand tu as accepté de participer au podcast parce que j'adore, déjà j'ai une affection particulière pour le Japon que j'ai jamais eu l'occasion de visiter, mais j'espère qu'un jour ça arrivera. Et donc, forcément, dans l'aquarelle, parce que comme tu le sais sur le podcast, j'ai eu beaucoup d'aquarellistes et donc il y a un style quand même si chaque créatrice a son propre style, il y a un style quand même relativement similaire par rapport à un style plutôt comme le tien, avec évidemment des inspirations beaucoup plus asiatiques, japonisantes, etc. Et donc, moi, j'aime beaucoup ce que tu peins et tout cet univers en plus que tu partages autour du Japon, forcément, comme j'aime tout ce qu'il y a autour du Japon, sans être non plus, tu vois, comment dire, je suis pas une fan inconditionnelle et je me suis pas renseignée énormément sur cette culture, mais voilà, ça se fait par petits bouts. Et donc voilà, la fenêtre que tu nous offres sur le Japon me plaît beaucoup aussi. Je suis super contente que ça permette de voyager, de découvrir un peu plus justement des images aussi, surtout aujourd'hui où de toute façon on peut plus aller à l'autre bout du monde comme ça. Exactement. Découvrir tout ça. C'est vrai que le sumie c'est très différent de l'aquarelle, même s'il y a aussi quelques points communs. Moi, je connais pas beaucoup en fait les techniques de l'aquarelle. J'en ai fait petite, mais voilà, jamais plus que ça. Et du coup, c'est vrai que parfois on me demande d'expliquer les différences entre les deux et tout ça. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile de parler du sumie parce que c'est ça que j'ai appris, que je maîtrise de plus en plus et tout ça. Alors que l'aquarelle, c'est vrai que je suis pas du tout spécialiste et autant le rendu peut paraître similaire parce que voilà, enfin, c'est une peinture qui se mixe très bien avec l'eau, qui est beaucoup aussi autour peut-être des végétaux, des fleurs, tout ça. Donc c'est assez proche peut-être dans les thèmes abordés, tout ça. Le rendu couleur aussi peut être quand même plus proche de l'aquarelle que de la peinture à l'huile ou de l'acrylique ou je sais pas quoi. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas le même matériel, c'est pas les mêmes techniques, c'est pas les mêmes gestes, c'est pas la même vitesse de peinture et le sumie c'est aussi une pratique zen en fait ici au Japon traditionnelle qui a beaucoup d'années qui vient de Chine aussi à la base et voilà et en fait c'est rigolo parce que c'est pas du tout c'était pas mon but à la base de développer ce thème-là mais finalement ça fait tellement partie de mon quotidien que ça imprègne de plus en plus aussi mes créations
Et tout naturellement, en fait, voilà, j'en suis venue à partager des petits bouts euh, de la philosophie derrière aussi, et puis Mm. de tout ce qui est côté technique, même si il y a énormément à dire encore et je travaille dessus. Et Voilà. alors, comment tu es arrivée d'une part au Japon? Est-ce qu'aujourd'hui tu vis de toute cette activité artistique? Voilà, raconte-moi un petit peu tout ça. Mon parcours, alors si je commence du début, ça va être pour résumer en quelques mots, donc moi je suis née en Bretagne, voilà, dans un petit coin de paradis, nature et compagnie, dans une famille où on m'a toujours dit que je pouvais faire ce que je voulais en fait de ma vie, du moment que c'était réfléchi et que je mettais tout mon cœur dedans. Ouais. Et voilà, une fois donc, que j'ai obtenu mon bac, en fait, je me demandais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire, qui allait me réjouir chaque jour. Et en fait, je suis tombée une fois, donc je faisais plein de recherches pour différents domaines possibles, professionnels et tout ça. Et puis je suis tombée sur le dessin animé. En fait, ça a fait tilt. Je voulais faire ça. Je voulais cette magie de voir les images s'animer, de couleurs, de voilà. Moi, j'ai toujours eu deux parties en moi. Un côté un peu, je sais pas, ours qui vit dans sa bulle et qui essaye de faire des poèmes dans sa grotte. Et l'autre très social en fait où voilà j'adore être avec les gens, j'adore les deux en fait. Et du coup le dessin animé pour moi c'était un peu le mix entre les deux parce que il y avait ce côté tout seul dans l'ombre en fait où je faisais mes petits trucs. Enfin j'imaginais du coup donner vie à des personnages mais en fait c'est des gens qui sont jamais mis en valeur, qui sont enfin en tout cas si il y a le nom dans le générique mais on n'est pas forcément des stars quand on travaille aussi doué qu'on soit dans le dessin animé et ce côté-là m'attirait et à la fois c'était destiné à plein de gens et du coup je trouvais ça super de faire rêver les gens et tout ça. Donc voilà, je me suis lancée dans une école d'art, j'ai fait l'école Pivot à Nantes pendant 4 ans, section dessin d'animation. Puis j'ai travaillé dans le dessin animé à Paris quelques années, voilà. Et en fait, à côté de ça, je travaillais aussi un petit peu en freelance, mais enfin plus pour des petites maisons nature, plus en fait dans mon réseau des gens qui me demandaient de faire des choses parce qu'ils savaient que je dessinais et tout ça. Et voilà. Et en fait, le côté, j'adorais donc ce côté créatif du dessin animé, mais par contre, ça me rendait folle d'être toute la journée devant un ordinateur immobile en fait. Et puis aussi pour travailler sur les projets de d'autres personnes et pas les miens, même s'il y a quand même une grosse part de création dedans. Et voilà, et en fait, je sais plus, un beau jour, on avait envie de bouger de Paris, mais on savait pas trop où aller, on n'avait pas trop envie non plus de se mettre directement, enfin directement, c'est bête, hein, c'est comme s'il y avait un parcours typique, alors qu'en fait, on sait qu'il y en a plein de différents et qu'il y en a pas deux qui se ressemblent, mais l'idée, en tout cas, j'étais déjà avec mon mari à l'époque, donc qui s'appelle Seb, et qui n'était pas mon mari, mais mon amoureux juste. Et voilà, on voulait quitter Paris, mais pas pour la campagne, parce que ça nous faisait peur cette idée de directement s'installer, que ce soit sérieux, limite les enfants, la voiture, le chien et compagnie. Mais ça, c'était, moi, ça me faisait courir à l'autre bout du monde. Et justement, Du coup, voilà, du coup, on s'est dit, pourquoi pas aller vivre à l'étranger, en fait, comme ça, c'est une sacrée aventure. Et on avait voyagé au Japon pendant 3 semaines, justement, l'année précédente. Et on avait adoré. Seb était déjà venu, lui, avec sa mère, adolescent. Mais moi, c'était la première fois. Et c'est rigolo parce que c'était pas du tout un pays qui m'attirait, en fait. Contrairement à beaucoup de gens qui sont ici et qui ont rêvé de venir au Japon avant d'y habiter pour de vrai. Moi, c'était pas du tout mon cas. Presque au contraire, j'avais une idée, peut-être à cause de mon école aussi, où il y avait beaucoup de fans du Japon qui aimaient les mangas, ouais. qui, Mm. enfin, ouais, vraiment qui étaient à fond dans cette culture-là. Et moi, j'avais fait presque un rejet finalement avec cette idée que c'était un peu geek, alors Ouais, que moi, ouais. je cherchais plus de la poésie, de la nature, voilà. Et en fait, quand on est venu, même en vacances, je me suis un peu pris une gifle parce que c'était pas du tout geek en fait. Enfin, si, bien sûr, il y a ce côté qui existe, mais pas que du tout. Et donc j'avais adoré, bon, évidemment la nourriture, les paysages, le côté
traditionnel, si différent en fait des De ce temps. qu'on connaît. Ouais, complètement. Bah, ça a vraiment rien à voir. Pour le coup, j'avais l'impression un peu d'être morte et puis d'être dans un monde parallèle magnifique, voilà, où je regardais tout, c'était plein de couleurs. Voilà, et puis en rentrant en France, du coup, je repensais souvent au Japon en me disant, ah, c'était quand même super beau, mais jamais dans l'idée d'y vivre, bien évidemment. Et puis, quand on a décidé de quitter Paris, en fait, moi, j'étais plus partie pour le Canada, parce que mes parents se sont rencontrés là-bas, alors qu'ils sont tous les deux bretons, en fait. Voilà, on a toujours eu un peu ce mystère dans la famille autour du Canada où mes parents adorent, ont vécu des grands moments de leur histoire aussi au Québec en fait, plus particulièrement. Et du coup, je m'étais dit, bah moi, je vais retourner sur leurs traces. On va aller voir comment ça se passe là-bas en fait. En plus, ben, ça me paraissait être un bon compromis parce que c'était français quand même dans la langue, Francophone, ouais. francophone, pardon. Et du coup, bah, c'était cool de se dire première expérience à l'étranger, mais ce sera plus facile de trouver du travail parce que ce sera notre langue, tout ça. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent partir au Canada, surtout des Français. Donc, c'était assez compliqué d'avoir des visas rapidement. Il fallait attendre 1 an. Et tout ça, en fait, c'était en 2015, fin 2015. Et donc, il y a eu le Bataclan. Et enfin, ça faisait partie de ce tout de on en a marre de Paris. En plus, il se passe ça. On veut partir vite. Et puis, voilà. Enfin, en fait, le Canada, on a un peu tiré un trait dessus parce que on s'est dit plus tard, en fait. Et Seb a proposé, mais tu veux pas qu'on aille au Japon? Et alors là, oui bleu, je me suis dit, mais ça va pas. Enfin, moi, je parle pas japonais, je parle pas anglais non plus. Comment tu veux que je travaille? Je sais pas du tout dessiner des mangas. Enfin, bref, c'était gros challenge et tout ça. Et puis, en fait, une chose en entraînant une autre, on en a parlé beaucoup. Et puis, ça engageait pas grand-chose, en fait, parce que bah, si on se plaît pas, on rentre, en fait. Sauf s'il y a le coronavirus, bien évidemment. Oui, mais ça, à l'époque, on était loin d'imaginer tout ça. Voilà. Et en fait, bah, c'est venu tranquillement. En fait, l'idée a fait son petit chemin dans ma tête aussi. Seb, il a un caractère où il a pas peur, en fait. Quelle que soit la décision à prendre pour un peu n'importe quoi, une fois qu'il a fait son choix, ou en tout cas que quelque chose lui paraît cool, hop, il y va. Et c'est vrai que ça, c'est pratique des fois quand on a plutôt tendance à être quelqu'un qui se pose 1000 questions, qui pèse le pour, le contre, qui fait des listes interminables. De ce qui serait bien et ce qui serait moins bien et tout ça. Et, euh, et en fait, on s'était dit, bah, comme on va partir dans le cadre d'un permis vacances-travail, donc les Working Holiday Visa. Comme ça, c'est 1 an, c'est pas très long, ça permet d'avoir une expérience vraiment particulière. Et puis voilà, après on revient et on continue vers de nouvelles aventures. À la campagne, avec un chien et les enfants Ah et le non, SUV. on n'y est toujours pas, hein, 4 ans. Mais voilà, donc en fait, on a débarqué au Japon ben, comme deux naïfs, en fait, en se disant, bah tiens, on va voir comment ça se passe là-bas. Et puis, bah, enfin, quand même, Seb avait trouvé du travail avant de partir parce qu'il aime bien aussi savoir où il va. Et il a Et trouvé puis, du travail dans quoi? en fait, il est développeur web. Ah, d'accord. Voilà, c'est plus facile. Et aussi, il parle très bien anglais. Ouais. Donc, c'est quand même 2 points non négligeables quand tu veux trouver du travail à l'étranger. Bah oui, puis le code, c'est le même partout, quoi. Enfin, mais Ouais, bon, ouais, à exactement. Et partir du puis en moment où plus, c'est les bonnes technos, ouais, ouais. ouais, bah exactement. Et puis, oui, c'est le même langage. Même en japonais, il y a des termes qui sont tournés, enfin, qui sont inspirés de l'anglais, mais qui sont tournés à la japonaise. Ouais. Et bref, en tout cas, c'est sûr que c'est facile. Même après, on en parlera peut-être, mais finalement, on est parti au Canada et c'est pareil, il a trouvé en quelques jours un super boulot. C'est vraiment, enfin, ça facilite beaucoup la tâche quand tu veux voyager et vivre dans un pays et tout ça. Ouais, c'est sûr. Et puis les développeurs web, ils ont quand même un peu l'embarras du choix en termes de boulot, quoi. C'est un profil qui est très recherché. Oui, oui, c'est assez large. C'est vrai qu'il peut Mm. trouver un peu pour tout et n'importe quoi. Enfin, du moment que la compagnie a besoin d'un site ou d'une application ou tout Mm. ça, voilà, ça marche. Ouais. Donc là, il avait trouvé en fait avant de partir du travail dans une entreprise japonaise quand même, mais qui avait
plusieurs employés étrangers, et donc qui parlaient en anglais et tout ça, plus ou moins bien, mais en tout cas, c'était possible de travailler là-bas uniquement en anglais. Et je me rappelle, on vivait à Paris, donc bref, j'étais cachée dans la chambre pendant qu'il avait des entretiens Skype à des heures complètement décalées pour être raccordé avec le Japon. Et puis il avait des entretiens en anglais et je me disais, mais comment il fait pour parler anglais comme ça avec des Japonais à l'autre bout du monde et se vendre. Enfin, je stressais limite plus que lui. Mais voilà, en tout cas, ça avait marché. Donc on est arrivé, il a commencé à travailler quelques jours plus tard et puis voilà, on a commencé notre première année au Japon. Donc moi, je n'avais pas de travail en arrivant. Je me demandais un petit peu ce que j'allais faire et puis voilà, donc je cherchais un peu dans tous les domaines. J'avais rencontré des Français qui travaillaient dans le dessin d'animation, mais c'était compliqué de travailler dans ce milieu-là sans avoir de base de dessin à la japonaise, entre guillemets. Parce que dans le dessin animé, en fait, au Japon, bah, c'est très japonais. C'est vraiment, ils ont leur style bien à eux, que ce soit dans les personnages ou dans les décors ultra réalistes et tout ça. Alors que en France, moi, j'avais travaillé beaucoup sur des productions cartoon, en fait. D'accord. Voilà, donc c'était complètement différent. J'étais spécialisée dans la partie décor, donc qui se rapproche plus de l'illustration finalement que de l'animation. Voilà, et puis donc j'ai compris que ce serait compliqué de travailler dans ce milieu-là. En plus, bah, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ils ont un rythme effréné, donc il faut avoir un très bon niveau. Et puis, c'est pas très, très bien payé non plus, si j'ai bien compris par rapport à la France, où selon les productions, c'est quand même des salaires corrects, on va dire. Et puis, il y a le statut d'intermittent qui vient aider aussi autour de tout ça. Voilà, donc je cherchais un peu dans tout et n'importe quoi. Dans le début, c'était un peu compliqué. J'ai écouté ton épisode avec Silou Bidouille où elle parlait du coup de la Chine et tout ça et elle disait que c'était horrible au début et c'était un peu comme ça aussi pour moi. C'était pas facile. Je comprenais pas trop ce que je foutais là parce que toute la journée, bah, j'attendais en fait soit de trouver. Enfin, j'allais dans les cafés et puis je passais mes journées à chercher des annonces de travail dans tout et n'importe quoi, mais déjà, il y en avait très peu. Et puis, je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie de retravailler comme serveuse ou comme je sais pas quoi. Et puis après, bah, j'attendais que Seb rentre du travail pour avoir un repère dans ce monde complètement. D'accord. Et en fait, c'est là, par hasard, que je suis tombée sur le soumillé. En fait, on était, je me rappelle, un jour dans une librairie et voilà, enfin, on se baladait dans les rayons et j'étais attirée par la couverture d'un livre. C'était un livre sur le soumier, justement. Je me rappelle, c'était une forêt, donc c'était tout en noir et blanc, une forêt sous la neige avec des montagnes au loin et tout ça. Puis je me dis, waouh, c'est canon ça. Et je prends le livre, je regarde un petit peu et tout ça. Et vraiment, enfin, un gros coup de cœur. Ça m'a retourné le ventre, en fait, de voir ce style parce que je trouvais que c'était brut et en même temps tellement poétique. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, qui a fait un peu tilt en moi à ce moment-là. Mais j'avais jamais entendu parler. J'avais vu la peinture chinoise, un petit peu ce qu'ils faisaient et tout ça, mais le nom Soumillé m'était complètement inconnu. Et voilà. Et donc, en rentrant chez moi, j'ai fait mes petites recherches et puis je suis tombée sur des informations en anglais. Donc, il y avait très peu, hein, évidemment. Mais il y avait un sensei qui donnait une expo. Enfin, j'ai compris ouais, que c'était organisé la semaine d'après à Tokyo avec ses élèves et tout ça. Donc je me suis dit, ah bah super, je vais aller voir ça. Comme ça, je vais pouvoir en voir de mes propres yeux à quoi ça ressemble et tout ça. Alors, le sensei, excuse-moi Morgane, c'est le maître, c'est ça? Ah oui, oui, pardon. Ouais, ouais, c'est un terme honorifique qui veut dire maître, professeur, D'accord. quelqu'un qui transmet un savoir, je pense. Donc, ça peut être dans les arts martiaux ou dans l'enseignement tout court ou dans l'art ou voilà. Voilà, donc oui, donc je pointe à cette expo-là et pendant une de ces journées, ces longues journées où je fais des kilomètres dans Tokyo pour visiter en attendant le soir. Et donc je tombe sur ce petit bonhomme en kimono, tout seul à l'entrée de cette expo-là, qui me fait signer, écrire mon nom avec un pinceau et de l'encre en katakana, donc c'est les lettres, en gros, on traduit nos noms en katakana, donc c'est des syllabes en fait, c'est comme notre alphabet, mais c'est difficile d'expliquer. Je vais pas me lancer dans une grande explication de ce sujet-là, mais
Bref, je devais écrire mon nom en japonais, en gros, avec un pinceau et de l'encre, Ouais. devant ce maître-là. Donc, franchement, je paierais pour revoir ce truc, pour voir enfin, à quoi ça ressemblait. Mais voilà, je rentre dans l'expo et en fait, c'était vraiment magnifique. Enfin, j'ai passé des heures. Je lui ai demandé si je pouvais prendre des photos. J'ai pris toutes les œuvres en photo. Je trouvais ça super. C'est des grands formats en plus, donc ça permet vraiment de pouvoir voir bien les peintures. Et puis, c'est pas encadré sous verre. C'est, bah, comme j'en ai un peu parlé sur mon Instagram, en fait, on maroufle une œuvre. Donc, une fois qu'on l'a peinte, elle est collée sur plusieurs couches de papier, ce qui fait qu'elle est elle s'épaissit en fait. Et après, elle est collée, encadrée traditionnellement sur un tissu japonais qui ressemble au tissu des kimonos et tout ça. Et en fait, c'est donc avec une baguette en haut et une baguette en Ouais. bas. Et, euh, et en fait, ça, c'est l'œuvre finie et ça permet en fait de la conserver très bien dans le temps aussi en la roulant plutôt que de la laisser tout le temps exposée à la lumière et tout ça. Voilà, et donc il y avait toutes ces œuvres avec ces tissus magnifiques et tout ça. Et puis à la fin, donc je discute avec le sensei qui était un peu curieux de savoir ce que je venais faire ici et tout ça. Donc je lui dis que je découvrais le soumier, que je trouvais ça super beau. Et puis il me dit ah mais moi je donne des cours si tu veux. Donc évidemment je raconte ça comme ça en français, mais en vrai c'était un peu chaotique. Un peu plus laborieux en anglais. Voilà, bah, donc lui il parlait vraiment un tout petit peu anglais et puis moi aussi à ce moment-là j'avais un niveau râlez pas crête. Mais voilà, j'arrive quand même à comprendre et donc il me propose de venir faire un cours d'essai pour voir, pour découvrir un petit peu ce que c'était et tout ça. Et voilà, et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans son atelier avec d'autres élèves que des Japonais à essayer du coup de peindre à l'encre japonaise. Et quand on a l'habitude de dessiner, encore plus sur ordinateur, même si j'avais eu comme une formation traditionnelle où on nous avait appris la peinture et tout ça, l'acrylique, la gouache, tout ça, c'est tellement différent. Enfin, ça réagit, c'est vivant en fait le souligner parce que c'est sur du papier très fin, mais qui en plus absorbe vraiment l'encre. Donc, dès que tu poses ton pinceau, il se passe des choses. L'encre s'échappe et se diffuse dans le papier, et des fois, tu ne peux rien y faire. Et donc, je me rappelle de ce cours-là où, en fait, lui, il m'avait montré comment ça se passe souvent comme ça au début. En fait, lui, il te montre, par exemple, comment peindre une branche de bambou. Donc, il fait son tuto devant toi et puis après, tu essayes de refaire. Donc, il t'explique un peu dans quel sens il faut tirer ton trait, est-ce qu'il faut mettre beaucoup d'eau ou pas sur ton pinceau et tout ça. Et évidemment, ben, mes bambous ne ressemblaient pas du tout à des bambous. Enfin, c'était vraiment des grosses taches avec beaucoup d'eau. Beaucoup trop d'eau d'ailleurs, qui faisait que mon papier se déchirait, ça faisait des trous, enfin c'était une catastrophe. Et donc je m'énervais en plus parce que je me disais mais normalement je sais quand même un peu dessiner. Un bambou c'est quand même pas compliqué, mais ça marchait pas, ça marchait pas. Donc je faisais des boules avec mon papier en m'énervant. Je me rappelle, j'avais les joues en feu, j'avais trop honte en plus, j'avais l'impression d'être nulle. Et puis le sensei qui m'expliquait que c'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire. Au Japon, on ne faisait pas des grosses boules comme ça avec son papier, mais on le pliait délicatement en quatre et on le posait, on faisait une pile avec les ratés qu'on jetait après délicatement à la poubelle. Et pas du tout comme un occidental Ouais, à être ouais. en colère contre soi. Ouais, ouais. C'est une approche très différente, ouais, c'est sûr. Ah ouais, complètement. Donc voilà, bref, je suis sortie de ce cours-là rouge comme une tomate, en me sentant vraiment nulle, mais en me disant, je vais revenir et je vais pratiquer, pratiquer parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et j'ai adoré quand même. Et voilà, et du coup, j'ai suivi donc ces cours pendant un an. Et puis ensuite, en fait, on a quitté le Japon pour partir au Canada. Et Euh, donc, est-ce que cette partie au Japon, ça a duré combien de temps? Un an. Le temps alors, du en fait, visa. on a fait un an de visa et en fait, on était tellement bien que donc moi, j'avais gardé mon working holiday visa, mais Seb était passé, il avait basculé en visa de travail parce que bah, sa boîte sponsorisait son visa et du coup, c'était plus simple pour lui. Mhm. Et donc, en fait, on a décidé de se marier au Japon pour rester plus longtemps, entre autres. Et aussi parce qu'on s'aime, parce que si je le dis pas, je vais m'engueuler après. Et voilà, donc on s'est mariés et donc lui, il avait droit encore à 2 ans de visa
avec le visa qu'il avait. Donc, on était parti pour rester plus longtemps, en fait. Et l'univers est venu taper à notre porte. On a eu des réponses à notre demande de PVT pour le Canada qu'on avait fait des mois et des mois avant, un peu par hasard, en se disant, oh, bah, quand ça arrivera, si jamais ça marche, on aura le temps d'y aller, on aura 1 an pour y aller, tout ça. Et en fait, quand c'est arrivé, c'était quelques mois après notre mariage. Euh, En fait, ça nous a donné envie. Enfin, on s'est dit, ah, tiens, c'est nouveau, c'est l'occasion quand même. On a eu chacun notre visa. Donc, c'était encore plus confortable parce que au Japon, du coup, moi, je dépendais de lui, de son visa à Ouais. lui. Donc, je perdais le droit de travailler à plein temps. Ah oui, parce que du coup, pendant cette année, j'ai fait ces cours de peinture, mais aussi, surtout, j'ai travaillé comme une dingue. En fait, je travaillais avec la France sur une production d'animation, enfin, à plein temps. D'accord. Et à côté, j'avais aussi un boulot à mi-temps dans un café japonais parce que je voulais absolument avoir une expérience sur place. Et bah, le but, c'était pas de venir au Japon et de rester enfermée chez moi, Oui, c'est sûr. voilà, sur mon ordi, quoi. Voilà. Et en plus, j'étais guide pour des touristes français qui y venaient. Donc, en fait, j'avais 3 boulots, dont un plein temps et un mi-temps. Donc, en fait, Ouais. voilà. Donc, j'ai dormi 3 heures par nuit pendant 6 mois à peu près. Et puis, C'est vrai? quand mais j'étais trop heureuse en fait parce que bah, c'était une période d'euphorie où je découvrais plein de choses. Bah, en plus de ça, j'allais à mes cours de peinture et puis ouais, c'était vraiment particulier quand j'y repense, mais j'ai adoré cette période bizarrement, même si on n'avait pas beaucoup de temps pour découvrir, pour voyager au Japon par exemple ou tout ça. Mais en fait, c'était un drôle de quotidien, mais j'en garde quand même un peu des souvenirs enchantés de cette période-là. Toujours est-il que quand mon visa est arrivé bah, au bout de cette première année, j'ai arrêté de travailler dans le café. La production se terminait aussi. Voilà, on arrivait au bout. Donc tout s'est arrêté d'un coup, ce qui fait que j'ai eu plein de temps aussi. Et donc c'était, je pense, aussi un moment où on se repose des questions, donc vers quoi j'ai envie d'aller. Mhm. Voilà, et donc quand cette opportunité du Canada est arrivée, ben, on s'est dit, bah voilà, on va faire ça. Donc on est parti au Canada. Et donc j'ai arrêté aussi le soumillé. Pendant 1 an, je m'étais dit que je continuerais, que je trouverais un CNC là-bas et tout ça, mais en fait c'était vraiment compliqué. J'avais demandé des références bah, aux miens et puis ils m'avaient donné, mais à Montréal, donc c'était à Montréal, voilà, quand on s'est installé. Il y avait rien dans ce domaine-là. Il y avait peinture chinoise, mais c'est comme, enfin, ça se rapproche, mais c'est pas exactement la même chose. Et puis voilà, en fait, j'ai trouvé du travail en 1 semaine aussi. Ça m'avait déjà trouvé avant de venir. Et moi, j'ai trouvé dans un studio d'animation très rapidement aussi. Et donc voilà, en fait, la routine s'est très vite mise en route. Et puis on a commencé à travailler tous les deux. Et en fait, on s'est rendu compte rapidement qu'on se plaisait pas trop, bizarrement, à Montréal. D'accord. On est les seuls, hein. En fait, tout le monde adore Montréal. Mais je pense que c'est le contraste entre le Japon et le Canada qui nous a fait un choc. Ouais. euh, Parce que c'est pas la même chose, je pense, de quitter Paris pour Montréal, par exemple. Parce que, Mhm. bah, ouais, à chaque fois, c'est vraiment des mondes différents. Et après, enfin, le traditionnel Japon, on va dire, justement, avec, bah, quand je pense par exemple à l'atelier de mon sensei avec ses aquariums et ses fugus et sa petite musique zen qui passe et toutes ces vieilles personnes qui sont là à pratiquer depuis des années et hop, je me retrouve dans un studio d'animation. C'était un peu retour à la réalité en fait, sauf Ouais. qu'on est loin de nos amis, des gens qu'on aime et il n'y a pas ce côté déconnexion qu'on ressent au Japon en fait qui fait que ça justifie entre guillemets le fait d'être à l'autre bout du monde. Mhm. C'est que chaque jour bah, c'est un peu merveilleux, enfin pas que, hein, des fois c'est horrible aussi, mais en tout cas c'est intéressant. Et le Canada aussi, ça l'était, mais comme on travaillait beaucoup, on n'avait que 10 jours de vacances par an aussi, et tout est loin, et il n'y a pas de train, comme au Japon par exemple, où tu peux partir au week-end pour découvrir les contrées sauvages remplies d'ours et de ce que tu veux. Là, il n'y avait pas du tout. Enfin, en fait, on ne pouvait pas trop, donc on a eu un quotidien en fait bah, très basé à Montréal, et on se disait, bah zut alors en fait. Ouais, c'est parce que vous étiez venu chercher. Ouais, voilà, je pense que c'était vraiment le côté nature sauvage qui nous Mhm. intéressait et à refaire, on ferait sûrement pas les mêmes choix d'aventure en fait, parce qu'évidemment quand tu vas dans un pays, t'as
t'as plein de façons de vivre ce pays, que ce soit le Canada, le Japon ou partout. C'est pas du tout la même chose de venir et puis de faire que voyager, découvrir, ou alors de s'installer dans une ville et de travailler, ou alors de venir comme étudiant et dans ce cas-là de se mêler vraiment aux gens sur place. Enfin, c'est vraiment des contextes particuliers et différents et c'est des choix à faire. Et voilà, là, c'était retour. En plus, Seb, il travaillait à Ubisoft à Montréal, donc qui était une grosse boîte qui fait rêver beaucoup de gens aussi. Mais lui, il se sentait un peu perdu dans cette boîte-là aussi, qui était presque trop grosse et pas très humaine. Ouais. Du coup, on a voulu, enfin, on s'est dit, zut, on était bien au Japon quand même. Est-ce qu'on devrait y retourner ou est-ce qu'on devrait rentrer en France? Et voilà, on a eu une grosse période de questionnement. Et en fait, on pouvait pas trop partir parce que Ubisoft avait tout payé pour qu'on vienne. Et donc, il fallait rester un certain laps de temps dans la boîte, sinon, il Ouais. fallait rembourser voilà, la partie. Et c'était très cher et en fait, on pouvait pas rembourser. Donc, on est resté pour rembourser notre dette et racheter notre liberté. Et voilà, au final, on est resté quasiment un an. Après, c'était quand même, il y avait plein de choses super. Par exemple, pour le coup, moi, ma boîte était géniale. C'est l'américaine. Enfin, ça grandit vite. Les projets sont hyper stimulants. Les gens étaient adorables. On se sent vraiment valorisé, mis en confiance. Enfin, en tout cas, vraiment, ouais, pour ce qui est professionnel, c'est super. Je trouve le Québec, t'as l'impression que tu peux décrocher la lune et qu'on va t'aider en fait. D'accord. Voilà, mais ça suffisait pas, je pense, pour nous. Depuis Montréal, pendant tout ce temps où on rachetait notre dette, pardon, Seb, en fait, ça se passe souvent comme ça, du coup, à chercher du travail, parce qu'après, moi, enfin, c'est plus compliqué pour que je me fasse sponsoriser un visa avec le statut que j'ai. Pendant toute cette période où on se posait des questions sur la destination d'après, où on hésitait entre rentrer en France ou revenir au Japon ou aller ailleurs, en fait, Seb a postulé dans plusieurs boîtes, dans plusieurs pays. On hésitait aussi avec Londres. Enfin voilà. Nous, on aime bien les aventures nouvelles, donc et on s'est dit, bah on verra bien ce qu'il prendra. On verra quoi. Et en fait, il a eu une super opportunité au Japon. Et en fait, c'était un salaire énorme qu'on n'aurait même pas imaginé pour une petite start-up. Et donc on en a beaucoup parlé. Il m'a dit, bah c'est le moment en fait. Enfin, c'est un signe de l'univers encore. Euh, enfin moi je voulais, parce qu'il s'en est beaucoup voulu d'avoir quitté le Japon, ça a été essentiellement amené par lui, cette envie d'aller vite au Canada et tout ça, et en fait il a regretté beaucoup cette décision, parce que je pense que ça allait avec le fait que dans son travail ça se passait pas forcément bien et tout ça, mais en tout cas il m'a dit c'est l'occasion que tu arrêtes de travailler aussi pour l'art des autres, mais que tu fasses le tien. Tu n'auras pas cette fois de pression de trouver vite du travail, donc tu auras plus de liberté pour faire ce que tu veux et voilà, peut-être essayer de vivre que de ton art et tout ça. Et puis, j'ai cru entendre ça dans plusieurs de tes podcasts aussi, où souvent, quand on est une équipe, il y a beaucoup de créatrices en fait qui sont soutenues Ouais. par les personnes avec qui elles sont et tout ça. Et c'est vrai que c'est hyper important parce que évidemment c'est des grosses décisions. On se sent vulnérable quand on dit au revoir à un gros salaire pour repasser à des fois des mois sans rien et des fois des bons mois. Ouais. Donc là, c'est vrai que c'était rassurant. Moi, je m'étais jamais trop permise de le faire, même si j'avais travaillé quand même un petit peu avant en freelance et tout ça, mais à plein temps en me disant je mise que là-dessus. C'était vraiment un challenge. Bon là, par contre, t'es obligé de mettre un peu ta fierté de côté au début en te disant bah oui, je vais gagner zéro pour notre équipe et Ouais. ça va être lui qui s'occupe de tout. Et il va falloir que je trouve une façon de, moi aussi, de faire quelque chose justement pour nous. Donc voilà, on est arrivé là et puis on s'était dit bon moi je vais avoir le temps de m'occuper de. Par exemple, j'ai pris plaisir à reprendre le temps de cuisiner et puis comme ça, lui, c'était une forme de compromis aussi où comme ça, j'avais le temps de créer et puis aussi je m'occupais de faire des bons repas qui faisaient qu'on passait des bons moments.
et pas des trucs mangés vite fait ou voilà, on se met pas de pression ni rien. Là, vous étiez revenu donc au Japon, toujours Ah à oui, Tokyo, hein. oui, toujours à Tokyo, bah parce que en fait c'est là qu'il avait trouvé sa boîte. Mm. Et, euh, et donc voilà, ça a commencé comme ça. Donc moi j'ai repris mes cours de peinture. J'étais trop contente de retrouver mon petit sensei qui était super content aussi de me voir revenir. Je pense aussi, en fait il y a un énorme amour entre le Japon et la France. Et du coup je sens par exemple que mon sensei il est fier d'avoir des élèves français ou de Mm. se dire qu'il est un peu international parce que voilà il a déjà voyagé en France aussi et du coup, voilà, enfin, je sais que ça le fait rire à chaque fois. Il me présente à tous ses élèves en me disant ah, elle est française, Paris. J'ai envie de dire, mais je ne suis pas de Paris, tu sais. Mais bon, bref. Et voilà. Et donc, petit à petit, j'ai fait grandir ma petite entreprise, si je peux dire, en fait. D'abord en partageant juste ce que je faisais pendant mes cours, ce que je faisais aussi sur mon temps libre et tout ça. Et puis après, ça a repris tranquillement les commandes de particuliers, et puis après d'entreprises. Et puis voilà, donc pour répondre à ta question de il y a longtemps, 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 j'en vis, mais pas de la même façon chaque mois. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des mois où je peux gagner beaucoup et des mois où je gagne rien du tout. Mm. Je crois que c'est une des choses qu'il faut arriver à accepter pour se lancer et être assez à l'aise avec le sujet, pour pas trop Ouais, stresser non complètement. plus, quoi. Hmm. En fait, déjà, il y a la sécurité d'être deux, Ouais. qui fait que ça change beaucoup. Mhm. Et puis après, c'est aussi comment tu vas gérer ça. Moi, je pense que j'ai toujours une arrière-pensée écureuil en me disant, bah, je garde quelques noisettes pour plus tard au cas où. Et Ouais. puis, et pourtant, au quotidien, enfin, pour moi, l'argent, c'est fait pour être heureux chaque jour, pas pour être riche. Enfin, en tout cas, voilà, on n'a pas tous besoin des mêmes choses et c'est pas tous les mêmes choses qui nous rendent heureux. Mais en tout cas, moi, du moment que je peux manger les choses que j'aime, voyager autour de chez moi pour aller voir ce qui se passe et puis voilà, être heureuse avec Seb aussi, pouvoir rentrer de temps en temps voir ma famille, m'acheter de temps en temps du matériel pour pouvoir continuer à faire mon art, et bah c'est bien en fait. Ouais, ouais, c'est suffisant. Enfin, c'est. Mm. Mm. Et après, il y a des mois qui sont très confortables parce que du coup, on a un double salaire et voilà. Bon, entre-temps, Seb a changé en fait. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais cette boîte-là, finalement, avec le gros salaire, ça a pas du tout fonctionné avec eux. Donc, il a changé. Là, il en est à sa troisième boîte depuis qu'on est revenu. Donc, D'accord. on est revenu au Japon il y a 2 ans. Là, ça fait presque pile poil 2 ans d'ailleurs. Et ça y est, là, il est dans une boîte qui lui plaît et tout ça. Mais c'est plus le même non plus niveau de vie qu'on a pu avoir à un moment donné. Mais comme je gagne plus qu'avant, c'est bon voilà, on s'en Ouais, ouais, sort, ça s'équilibre. Ouais, ouais, ouais. sort bien, voilà. Et puis bah voilà, comme je te disais, il y a des mois où c'est cool, où je suis trop fière parce que je me dis ah tous ces gens m'ont fait confiance et tout ça. Et puis il y a des mois où je me dis bon bah là voilà, ce mois-ci c'est plus calme, j'en profite aussi pour reprendre des forces pour après quand il y aura des moments où il Oui, faudra plus intense. carburer, voilà. Ok. Et alors, tu disais que tu faisais des petites choses pour les particuliers et les entreprises. Qu'est-ce que tu leur vends? Des images, des peintures. Non, donc c'est maintenant j'essaie de travailler, d'être cohérente au niveau du style que je propose parce que le truc c'est que je sais travailler dans plusieurs styles différents vu qu'en studio d'animation on est amené à travailler sur des productions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ouais. Donc je suis habituée à passer de quelque chose de réaliste à quelque chose de très cartoon, à quelque chose de très traditionnel dans le style qui va se rapprocher de la peinture, à quelque chose qui est très lisse et juste numérique et tout ça. Et en fait, ça marche pas, ça. Si tu veux te créer une Ouais. identité visuelle Mm. cohérente, en fait, je pense qu'il faut faire des choix. Et ça a été difficile pour moi parce que j'ai envie de plein de choses, mais ça résume un peu ma vie, en fait. Ouais, ouais, il faut faire des choix, ouais. Ouais, faire des choix et voilà. Et en fait, comme je me passionne de plus en plus pour le souligner, tout ce que je propose aujourd'hui se rapproche de ce style-là parce que déjà, je prends énormément de plaisir du coup en réalisant ces commandes-là. Et puis en plus, le rendu me plaît beaucoup.
Ouais, c'est marrant, j'ai eu l'impression un peu toute ma vie finalement d'être frustrée parce que de pas réussir à mettre sur papier les images que j'avais dans la tête à cause de la technique ou ça ressemblait jamais, je sais pas, c'était jamais aussi poétique ou aussi coloré ou aussi doux ou ce que j'avais envie de voir. Et le soulier m'a apporté ça parce que ça m'a ramené vers l'essentiel en fait, vu que c'est quelque chose de très épuré la plupart du temps, où l'espace blanc Oui, un vraiment, vrai rôle. ouais, complètement, bah, on construit son image autour des espaces blancs. On peut pas, enfin, ça m'a vraiment aidé pour plein de choses, même dans la vie finalement, pas que au niveau artistique. Ce qui fait que c'est cohérent pour moi aujourd'hui de me concentrer sur ce style-là, même si ce que je propose c'est pas le soulier traditionnel, c'est le soulier réadapté pour mon style à moi en fait, pour mes Mhm. créations. Tout ce que je propose sur mon Instagram, par exemple, c'est pas des choses que mon CNC voit ou que je fais vraiment. Enfin, si, ce que je montre en story, c'est les exercices, enfin les phases, par exemple, de la naissance d'une peinture dans le cadre de son cours à lui. Mais sinon, c'est plus mon adaptation. En fait, je réutilise les techniques que j'apprends dans ce cours-là pour faire ce que j'ai envie de faire moi voilà, peut-être qu'il s'arracherait les cheveux en voyant certaines choses parce que c'est pas assez c'est trop fin ou c'est pas assez rough ou Ok. voilà. Et donc, du coup, tu as une boutique Etsy Oui, du coup, c'est vrai que je n'ai pas répondu à ta question. sur Donc laquelle tu vends des cartes. voilà. Donc en fait, je fais plusieurs choses. J'ai une boutique Etsy, mais qui représente pas la grosse partie de mon travail, on va dire. C'est plus vraiment mon plaisir de mettre les créations que j'ai faites et qui me plaisent en vente dedans pour les gens qui veulent m'en acheter à petit prix du coup. C'est important pour moi aussi de pouvoir rendre ah, c'est tout un débat, hein, quel prix tu fixes à tes créations. Toi-même, tu sais. Ouais, je trouve que c'est important que tout le monde puisse s'acheter des choses qui leur plaisent et pas que ce soit quelque chose d'élitiste, forcément qu'on doit être riche pour avoir accès à l'art. Et Ouais. donc, voilà pourquoi je propose ces illustrations-là. Et c'est des illustrations, excuse-moi Morgane, c'est des originaux ou c'est des reproductions que tu imprimes chez toi? Alors, non, dans ma boutique Etsy, justement, parce que je veux proposer des petits prix, ce sont pas des originaux, ce sont des reproductions, donc je fais l'original à la peinture. Mhm. Tu la Et scannes. ensuite, voilà, je scanne en très haute définition et je fais imprimer sur un papier japonais que j'adore, qui est écologique, en fibre de bambou, auprès d'un imprimeur professionnel japonais. D'accord. Voilà, donc ça c'était la super surprise aussi parce que je le faisais aussi avant en France, mais c'était pas du tout le même type de papier. Et donc là, ça, c'est très cohérent avec les illustrations que je propose. C'est un Ouais. papier ben, déjà qui est japonais, qui est aussi dans les valeurs, le fait qu'il soit écologique et tout ça, ça me plaît. Et le rendu aussi est superbe. Enfin moi, en tout cas, la première fois que j'ai ouvert le carton, j'étais trop contente. Je les redécouvre finalement sur ce papier-là. Et donc là, je suis en train de réfléchir à proposer aussi quelques originaux, mais c'est toujours des questions aussi de rester sur Etsy ou ouvrir ma boutique sur mon site, mais en même temps, il faudrait que je reprenne tout mon site et en ce moment, j'ai pas du tout envie de mettre mon énergie dedans. Et Donc, tu vends un petit peu partout dans le monde, j'imagine? ouais, là, j'ai été étonnée, mais c'est pareil, enfin, c'est plus ton Instagram grossit, du coup, plus il va y avoir des gens de partout qui le découvrent. Et donc, avant, c'était essentiellement en France. Et là, ça m'a fait rire d'envoyer un peu partout, ouais. Pas trop au Ouais. Japon. Mais ouais, en tout cas, Ah, c'est c'est chouette. drôle. Ouais, Mm. ouais. Et ça met combien de temps pour arriver du Japon en France? En général, c'est une dizaine de jours. Oui, donc c'est Après, correct. Je ouais, m'attendais ouais, à plus longtemps. après, je pense que ça dépend parce que je les envoie. Enfin, ça dépend. Par exemple, quand je lance une collection, j'ai souvent pas mal de ventes d'un coup, donc j'essaie de regrouper les colis. Et je me rends compte que selon le coin de la France où tu vis, des fois, il peut y avoir une semaine de délai, même si je les poste le même jour. Comme on connaît déjà en France. En fonction de Voilà. là où tu envoies, c'est déjà. Et puis des fois, ça n'arrive jamais. Et puis ça met Ouais. 2 mois pour te revenir à toi. Bah, ça, c'est.
C'est Ouais, l'histoire de ma vie, ça. Je rigole. mais parce que c'est vrai, ça t'est arrivé plein de fois. Oh, plein de fois. Et parce que moi, donc, je fais des cartes et donc j'en envoie forcément beaucoup. Donc je pense que j'envoie plus de courriers que la moyenne des gens. Et du coup, la plupart, enfin, c'est pas la plupart du temps, j'exagère, mais ça arrive fréquemment quand même que ça n'arrive pas. Et puis après, bah, en fait, enfin, tu sais pas où ton courrier il est. Et puis un jour, ça te revient. Mais il s'est passé 2 mois. Ah, mais c'est dingue, parce qu'en plus, enfin, toi, j'imagine que tu les envoies sous forme de lettres. Ah oui, c'est Ouais. vraiment juste un courrier normal, tu vois. Il pèse pas 15 tonnes et Ah, il est c'est juste dingue, ouais. normal. Bah, Ouais. bon, bah déjà, je pense que je dois avoir de la chance parce que jusqu'à maintenant, tout est à peu près arrivé, sauf si quelqu'un ne s'est jamais manifesté, auquel cas, s'il écoute ce podcast, je l'invite à le faire et je lui réenverrai cette illustration. Et puis moi, c'est des questions aussi, mais par exemple, je souhaite pas mettre mon adresse derrière parce que j'ai pas envie de donner mon adresse à tout le monde vu que c'est mon adresse personnelle et tout ça, Mhm. même si je suis au Japon. Donc, je croise les doigts à chaque fois pour que ça arrive parce que pour le coup, si jamais retour il devait y avoir, bah ce serait pas possible. Oui, oui, puis en plus, je sais pas comment ça se passe les retours à l'international. Parce que autant en France, tu vois, enfin, c'est la Poste qui refait le sens inverse, mais là, c'est-à-dire qu'il y a tous les transporteurs, enfin tous les, tu vois. Ouais, Je sais mais pas. écoute, je pense que ça fonctionne quand même. En tout Ah ouais. cas, ça m'est arrivé une fois. J'avais envoyé une bouteille de saké pour l'anniversaire de mon meilleur ami et en fait, enfin, j'avais mis le numéro d'à côté de son appartement. Je m'étais trompée Merde. et du coup, elle est revenue, mais pareil, des Ouais, ça mois a mis. après. Mais j'ai pas payé. Enfin, c'est bizarrement, Ouais. elle est arrivée juste chez moi. Bon, ils doivent le comprendre dans le prix du timbre initial, que Ouais, ouais. potentiellement il y en a X% qui reviennent et qu'il faut payer quoi. Bref. Mm. En tout Ouais. cas, ça fonctionne pas mal la logistique Japon-France. C'est bon. Bah oui, après enfin, ça a été un peu chamboulé comme partout Bien avec sûr. voilà, le coronavirus et tout ça, mais sinon oui, ça fonctionne très bien. Et le début qui est toujours un petit peu difficile de trouver le matériel pour faire tes colis, enfin dans un nouveau pays, donc c'est retour à la case départ, où se fournir. Ouais, c'est vrai. Il faut tout réapprendre en fait quand tu es dans un nouveau pays. Et en plus, avec une langue que tu peux pas. Toi, autant tu vas en Espagne ou en Italie, bon, tu devines certains mots même si tu parles pas la langue. Là, tu peux rien Ouais, c'est faire plus quoi. compliqué, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En plus, moi, je parle toujours pas japonais. Enfin, un petit peu, je me débrouille à dire quelques trucs, mais faut que les choses restent simples et faut que ça fonctionne quand même bien parce que dès qu'il commence à y avoir un problème et des explications à donner et tout ça, que ce soit avec un colis ou voilà, ça devient vite chaotique et je pense que je fais paniquer les petits agents postiers de ma poste à côté parfois. Mais et puis sinon, je travaille sur commande donc soit pour des particuliers, mais c'est pareil, je peux pas fixer le même prix pour des particuliers ou pour des entreprises parce qu'évidemment, bah c'est pas le même budget non plus et voilà. Donc pour l'instant, je continue de le faire, mais ça me demande, c'est vrai, beaucoup de travail pour pas grand-chose en rémunération par rapport à ce que je peux faire en entreprise en rapport temps-argent. Ouais, temps passé et... Ouais, ouais. Donc cette année, j'ai travaillé sur différents projets. Bah, du coup, pour mon premier livre, qui n'est pas vraiment mon livre, mais le Quelque chose du Japon que tu as sûrement vu passer. Oui, que tu as republié ce matin et je me suis dit, Ah il oui, me oui, c'est plaît vrai. bien. Enfin, Parfait. ce matin, mais voilà, donc là il est 18h chez toi. Oui, exactement. C'est ça. Ouais, 7 heures de plus. Donc voilà, j'ai fait ça. C'était trop chouette parce que c'est un très beau projet. Angelo, c'est quelqu'un de super chouette aussi, l'auteur du livre. Et voilà, j'étais trop contente, même si bah, le but ultime, ce serait que je fasse mon livre à moi 100%. Mais, euh, mais pour l'instant, en tout cas, j'étais trop contente de travailler autour du Japon, dans un style du coup soumié, pour ce livre-là qui est riche d'informations et tout. Et voilà, c'était hyper cool. Donc en fait, c'est rigolo parce que du coup, on m'associe beaucoup au Japon et
peut-être parce que mon style de peinture s'y prête, et aussi peut-être parce que j'ai travaillé pour des projets japonais et du coup je suis un peu maintenant la peintre japonaise à contacter. Ouais, la française à contacter pour tout ce qui a trait au Japon, mais c'est génial. Ouais, ouais, c'est super. Bah, du coup, ça m'a amené des très jolis projets cette année. C'était cool pour des Ouais. magazines aussi. Voilà. Et puis, un peu pour la Chine aussi. Tiens, ça, c'était rigolo. J'ai travaillé pour la première fois avec des Chinois, bon, qui parlaient anglais, donc ça va. Mais voilà, donc pour des entreprises. Et puis, à côté de ça, bah, quand j'ai pas de commandes en cours, donc soit j'ai des commandes avec des particuliers pour des tableaux personnalisés, par exemple. Ou, euh, ou alors parfois aussi je suis contactée pour des impressions d'illustrations que j'ai mis sur mon Instagram mais qui ne sont pas dans ma boutique Etsy. Et ça je fais. Du coup c'est un peu plus cher que parce que je suis obligée de repayer l'impression et tout ça. Mais voilà, c'est quelque chose que je propose aussi, même si j'en parle pas trop. Voilà, en tout cas pour l'instant, comment je passe mes journées. Génial. Non, mais ce qui est extra, c'est que effectivement, c'est ce que je disais. En fait, ça nous fait une fenêtre sur le Japon sans bouger de chez nous et du coup, c'est comment dire. Alors, il y a non seulement l'approche effectivement un peu plus zen, etc., qui est pas la nôtre en France. Et, euh, et en plus, oui, enfin, c'est tout de suite exotique en fait. Enfin, exotique, c'est pas le bon mot, mais c'est toujours très dépaysant, c'est très différent de ce à quoi on est confronté ou exposé en termes d'image en France, il me semble. Voilà, ce matin, par exemple, tu partageais l'image d'un fugu, c'est ça, donc c'est un poisson japonais, c'est pas celui qui, s'il est pas Oui, bien oui, préparé, tu es, exactement. Le fameux, l'unique. donc oui, c'est sûr que du coup, et puis quand tu peins tes petites japonaises aussi en habits traditionnels et tout, bah nécessairement, oui, c'est vraiment ta marque de fabrique, quoi. Ouais, mais en fait, c'est rigolo parce que c'est pas forcément voulu, enfin que je dessine des japonaises par exemple, ou voilà, c'est plus que bah dans ce que j'aime partager, enfin en tout cas dans le trait que j'aime peindre et tout ça, ça se prête super à faire ce genre de coiffure, à faire des kimonos. J'aime bien le côté bah indéfini, un peu pas très précis des taches de peinture qui après vont être habillées par des motifs et tout ça. Et et puis aussi bah, par les sujets du coup plus nature qui font partie complètement de l'esprit du soumier où c'est on regarde la nature et puis après on en fait son interprétation sans essayer d'être euh, r- vraiment réaliste dans la façon dont on représente un oiseau par exemple. C'est que ce soit dans la peinture japonaise ou chinoise, c'est très presque caricatural parfois. On va faire un bec énorme à un corbeau, 3 fois plus gros qu'il est en réalité, ou exagérer le rose d'une fleur et tout ça, mais c'est parce que c'est son ressenti qu'on met dans cette peinture-là, et Mhm. peu importe si ça colle à la réalité ou pas. Et c'est vrai que D'accord. parfois c'est drôle. Par exemple, je peins une fleur, mais vraiment en m'inspirant d'une photo, mais sans essayer de coller à la fleur. Et puis je la poste, et puis j'ai des gens qui me disent, oh c'est telle fleur, ou oh c'est telle fleur, ou comme par exemple les petites jaunes et rouges que je suis en train de peindre en ce moment sur mes pies. Je sais Mhm. pas ce que c'est que cette fleur-là parce que c'est une fleur dont je m'inspire d'une image que j'ai trouvée dans un livre dans l'atelier du sensei justement, mais où il n'y a pas le nom de la fleur, elle est sur une peinture. Et du coup, je peux pas savoir quelle est cette fleur parce que je suis pas particulièrement calée sur le sujet. Donc en fait, plus je la peins et plus elle devient une autre fleur presque et qui n'existe pas vraiment. Enfin, en tout cas, si elle existe, je serais ravie de la découvrir en vrai, mais voilà. Et puis il y a des gens qui m'écrivent du coup en me disant ah super, t'as bégonia, je sais pas quoi. Enfin, je dis n'importe quoi, hein, mais et donc après je vais voir sur Google est-ce que ce serait celle-là. Ah bah non. Mais voilà, donc enfin, on peut s'éloigner très loin en tout cas d'un sujet, que ce soit dans un oiseau ou dans une petite japonaise ou dans juste se laisser porter par ce qu'on a envie de peindre et puis ça donne quelque chose. C'est ça aussi que j'aime du coup dans le soumier, c'est le côté un peu magique je sais pas trop souvent à quoi va ressembler le final
Et donc, ça m'émerveille des fois, moi aussi, sans prétention, bien évidemment, parce que j'ai aussi 1000 ratés et tout ça, mais parfois, je suis surprise, je me dis, oh, mais c'est super ce coup de pinceau que j'ai pas du tout maîtrisé. Et ben, je vais le continuer, tiens. Et puis parfois, je sais pas, c'est comme des petites parenthèses enchantées où, oh, bah tiens, bah voilà, ça va devenir cette femme en kimono, alors qu'à la base, j'essayais juste cette palette de nouveaux bleus, par exemple. Et tu dessines sur quel format la plupart du temps? Parce que justement, les pies avec les fleurs dont tu parlais, c'était vraiment des grands formats, quoi. Très, très longs, enfin très Ouais, hauts, assez ouais. étroits Ça, c'est le format traditionnel, souvent aussi. qui est utilisé pour les expos et tout ça, pour le D'accord. souligner, effectivement. Et c'est vrai que c'est un format vraiment bizarre pour nous. On n'a pas du tout l'habitude. On a plus tendance à voir des carrés ou des rectangles type A3, voilà, que ce soit du canson ou du papier aquarelle. Et, euh, et donc c'est bizarre parce que on est obligé d'adapter ces compositions forcément sur une bande aussi étroite. Oui, tu vas pas faire un pays, parce que c'est forcément dans la hauteur en plus. Donc tu peux pas faire un Euh, paysage. Bah, ça arrive que ce soit à l'horizontale, mais c'est quand même D'accord. beaucoup plus rare. J'ai l'impression que c'est plus dans la peinture chinoise qu'on voit ça, avec des paysages de montagnes enneigées, tout ça, avec une petite pagode, et puis. Mais ça arrive, c'est juste beaucoup plus rare. Donc, en fait, c'est juste qu'on compose notre paysage de façon vraiment différente, en fait. Ouais, On va ouais. mettre. C'est encore une fois, c'est pas réaliste. D'ailleurs, c'est vraiment l'esprit du soumier. On n'essaye pas de faire quelque chose qui ressemble à une image qu'on pourrait voir avec nos yeux, c'est plutôt l'esprit de l'artiste, où est-ce qu'il va placer la montagne, comment il va dessiner l'oiseau, est-ce qu'il va vouloir représenter des fleurs rouges ou des fleurs jaunes, est-ce qu'il veut de la neige ou pas, peut-être qu'il veut de la neige que sur la montagne et puis qu'en fait il y ait du soleil en bas, enfin voilà, on fait ce qu'on veut en fait et ça j'adore cette liberté-là de créer un peu les images librement en fait. Ouais, 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 Et, non, c'est super, ouais. ouais, et du coup, c'est vrai que c'est donc le format long, il fait 1,40 m de Ah haut. ouais. Donc c'est vrai que c'est quand même balèze. Et puis de Ouais, ouais. large, je dirais, je sais pas, 45 cm, je l'ai plus en tête là, mais quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est un challenge. Mais c'est une habitude aussi finalement, parce qu'après, on se rend compte qu'il y a des styles de composition existants. Par exemple une composition en forme de S ou à l'intérieur, tu vois, dans la partie blanche enfin, je sais pas comment l'expliquer en fait, parce que Ouais, mais ouais, mais tu mets un gros S et bah dans les deux parties blanches, dans les creux de la lettre, on va dire, et ben on ne peint pas. Ça va être les vides de notre peinture ouais. et on va composer notre image autour de la ligne du S. Donc on va placer nos oiseaux, etc. Tous les éléments qu'on veut. Ouais, ouais, génial. Sinon, J'imagine que la nature japonaise, justement, quand tu vas te balader, certainement un petit peu en dehors de Tokyo, parce que Tokyo c'est très très urbanisé, il me semble. Mais donc du coup, c'est tout ça qui t'inspire au quotidien pour tes peintures. C'est plein de choses, je dirais. Déjà, moi j'ai un amour fort pour la nature tout court, de par la famille dont je viens, de par toutes les vacances qu'on a toujours passées en haut des montagnes, l'été et l'hiver, et voilà, on vit à la campagne. Enfin, ça, j'ai toujours eu besoin de cette recherche de nature. Après, au Japon, ce qui est rigolo, c'est que même à Tokyo, on arrive à en trouver, parce qu'il y a beaucoup de parcs, de jardins et tout ça. C'est aussi, en fait, c'est rigolo, je me suis ouvert aux fleurs ici. J'avais pas Ouais. d'intérêt particulier, pour ce thème-là. Et c'est juste que ici, les saisons sont très mises en valeur. On va, par exemple, si tu vas manger dans un bon resto à l'automne, tu vas avoir une petite feuille de papier sous ton plateau qui va représenter des momiji, donc les petites feuilles d'érable rougeoyantes. Mais si tu vas dans ce même resto en plein été, tu vas avoir des hortensias, enfin plutôt au début de l'été, ou alors si tu vas l'hiver, tu vas avoir des camélias. Enfin, ils organisent toutes leurs décorations, etc. en fonction de de la saison, des fleurs qu'on trouve ou des éléments en tout cas qui s'y rattachent. Et ça, j'adore parce que ça met en valeur chaque période de l'année. Ça, c'est hyper chouette.
Même dans la décoration du restaurant aussi, ou même des rues, parfois, à l'automne, ils vont accrocher des fausses branches d'érable orangées un peu partout. Voilà, donc ça, c'est cool. Et puis après, l'inspiration, je la trouve, bah oui, dans toutes les petites images que j'ai devant les yeux. De toute façon, je suis toujours à la recherche de ces petits trésors cachés, justement, de jolies images dont je fais un stock mental, ou photo d'ailleurs, pour m'inspirer après. Et puis après, bah, de tout ce que je vais vivre. Par exemple, quand on part, si on part faire un week-end à la montagne, bah, j'ai tellement, enfin, d'images qui s'entassent au fond de ma tête que je pourrais après créer des jours et des jours et des jours autour de ce sujet-là. Le problème, c'est plutôt, j'ai l'impression de courir après le temps en permanence entre Ouais. justement vie d'auto-entrepreneur plus bah, mes créations, plus mes envies, mes projets, plus bah, le quotidien et puis le temps que tu prends aussi pour communiquer avec tes proches à l'autre bout du monde et puis bah, quand même profiter du fait d'être au Japon pour organiser quelques voyages et tout ça. Enfin, en fait, ça passe tellement vite, c'est dingue. C'est clair. Mm. Et alors, c'est quoi tes prochains projets artistiques? Ah, ben, il y a plein de choses qui arrivent là. Déjà, bah, il y a deux expos. Je suis aussi un deuxième cours de peinture avec un deuxième sensei. C'est un peu différent, c'est moins le sommier traditionnel. C'est plus un atelier où on va créer ce qu'on a envie et puis lui, il va nous diriger dans un style plus illustratif que le premier, que mon premier sensei. Et donc, on va organiser une expo avec lui en octobre, donc à Tokyo. Et donc là, je suis en train de travailler sur mon sujet aussi, qui sera une surprise. Et puis, donc là, je suis en train de terminer mes pis parce que donc mon premier sensei m'a proposé un peu au dernier moment de participer à cette expo, bah, qui est en fait la première fois pour moi. Alors, je résume. En fait, normalement, chaque année, dans le cadre d'un cours de peinture, on organise une expo qui est obligatoire, où du coup, c'est l'occasion pour le sensei d'exposer les œuvres aussi de ses élèves, donc de faire de la pub pour son cours et tout ça. Donc ça, cette expo-là a lieu normalement l'été. Et évidemment, cette année, donc c'est l'ours que j'ai peint avec les bambous. Je sais pas si tu as suivi toute cette histoire, mais Je me euh, souviens moins distinctement que l'épi qui était plus récente. Mais ouais, parce que c'était ouais, plutôt en début d'année que j'ai travaillé sur ce sujet-là. Normalement, on travaille dessus pendant 6 mois, où en fait, d'accord. on refait et refait et refait et refait encore et encore notre sujet jusqu'à ce que soit vraiment il se passe un truc magique et d'un coup on en sort un parfait, mais souvent ça n'arrive pas. Soit on progresse dans chaque élément qui compose notre image pour après proposer pour l'expo notre grand final et tout ça. Et l'expo a été annulée cette année. Donc on va faire un livre quand même, enfin le sensei va faire un livre avec toutes les œuvres et tout ça, elles vont quand même être imprimées de Diffusée. façon traditionnelle, tout ça. Ouais. Et puis voilà, et là il m'a proposé en plus cette année de travailler pour une grosse expo internationale qui aura lieu bah, je crois que c'est en janvier. Mais il m'a prévenu hyper tard, donc au lieu de 6 mois, j'ai 1 mois et demi pour travailler sur mon sujet, donc sur les pis que j'ai choisi. Donc ça, voilà, il me reste, je crois, 3 semaines là pour le terminer, donc je suis à fond. C'est un sacré challenge, mais c'est hyper excitant et voilà, je suis trop contente. Donc j'ai ça au niveau non professionnel, on va dire, même si ça Ouais, fait partie quand même. ouais, c'est ton loisir, quoi. Ça, tu gagneras pas d'argent avec. Ouais, voilà, sauf si je vends mon final après, mais alors là, ça va être un crève-cœur de m'en séparer parce que mes originaux, j'y tiens, j'y mets tellement de moi dedans que, ah ouais, à chaque fois, je suis triste de m'en séparer. Mais bon, peut-être qu'il faut en faire plein et puis après, comme ça, Oui. T'as moins mm, l'impression de vendre tes clés, quoi. ouais, voilà. Mais j'y pensais en fait justement parce que quand j'ai proposé, j'ai partagé plutôt toutes mes versions d'épis avec les différentes fleurs et tout ça, Ouais, j'ai plein de gens qui m'ont écrit ah est-ce que tu vends la jaune voilà. Et du coup je me suis dit ah mais c'est vrai que peut-être que je pourrais faire maroufler. Donc maroufler c'est coller sur des feuilles pour rendre le papier donc plus joli et plus permanent, voilà. Et puis les vendre en fait, certaines justement qui ne seront pas mon final, mais qui sont des fleurs d'essai, on va dire. Donc voilà, j'ai réfléchi à ça. Et puis donc à côté de ça, j'ai ma nouvelle collection qui va arriver bientôt, dans quelques semaines, collection d'automne.
Donc je dévoile pas encore tout le thème et tout ça, même si c'est automne, mais voilà, il y aura d'autres choses autour. Ça, ce sera surprise. J'ai ça. J'ai aussi quelques collaborations, mais pareil, ça viendra. Ce sera découverte ces prochaines semaines. Sinon, je vais participer à un pop-up store à Tokyo. Donc ça, ce sera la première fois aussi que je vais proposer mes illustrations en vrai, on va dire dans une boutique ou quelque chose comme ça, auprès des expats français et françaises. Donc ça va être, je pense, une bonne expérience aussi, peut-être ouvrir aussi un nouveau marché, parce que finalement, je travaille très peu avec le Japon. Ouais. Et puis ensuite, je travaille aussi avec une petite entreprise pour faire enfin, on va voir quand est-ce qu'on lance ça, mais des tirages de luxe en série limitée sur vraiment papier japonais de très haute qualité, dans une belle boîte et tout ça. Je pense qu'on va sortir ça pour Noël ou peut-être un petit peu avant. Mais voilà, ça va être aussi une bonne expérience, je pense, pour voir après qu'est-ce qui me plaît le plus, est-ce que je préfère faire en série ou faire des plus petits tirages, voilà, de un peu luxe ou peut-être les deux. Enfin, voilà, à peu près pour ce qui est des projets qui arrivent. Après, c'est toujours pareil. J'ai l'impression que j'en ai quelques-uns en tête et puis finalement, il y en a, enfin, un projet en amène un autre et puis un autre et puis un autre puisque le fait de parler d'un projet ou à chaque fois, en fait, on sème des graines quand on travaille pour quelqu'un ou qu'on vend quelque chose à quelqu'un puisqu'après, cette personne peut en reparler à quelqu'un. Et souvent, c'est un peu comme ça. C'est je fais un truc, je crois que j'ai fini, et puis hop, il y a un ami de cette personne qui m'écrit pour me demander si ce serait pas possible de travailler aussi avec moi pour tel projet. Et du coup, c'est sympa, ça se fait beaucoup du bouche à oreille finalement. Ah ouais, c'est chouette, ouais. Et puis Instagram aussi, ou tu as d'autres sources de contacts finalement? Cette année, c'est quand même vraiment, vraiment Instagram. Et enfin, je me suis forcée en plus à me lancer sur cette plateforme parce que j'aime bien être tranquille dans ma grotte, encore une fois. Et du coup, ça demande tellement d'énergie pas d'alimenter comme ça chaque jour. Enfin, chaque jour, je le fais pas du tout chaque jour. Même si là, j'essaye au moins en story pour garder un petit contact. Mais entre créer sa légende pour son post ou son texte pour la story, avoir les idées, prendre le temps d'être présent sur la plateforme, de répondre aux messages et tout ça, c'est tellement un temps fou C'est clair. que ouais, c'est à ajouter à tout le reste. Par contre, je me rends compte que franchement, c'est quasiment 100%, je pense, ou on va dire 95% pour laisser une petite marge euh, d'erreur, mais des contrats que j'ai eu cette année sont arrivés par Instagram. C'est vraiment impressionnant. Mm. Bon, bah génial. Si tu allais sur une île déserte, tu emporterais quoi avec toi? C'est quoi tes indispensables? Hmm. Un couteau pour ouvrir les noix de coco que je vais manger. Et puis après, certainement une pile de carnets, de papier et un sac rempli de crayons et d'encre pour pouvoir créer plein de trucs. Et puis certainement mon mari quand même, ma famille, mes amis. Ah, ça fait beaucoup là, ça fait Un beaucoup. avion pour pouvoir rentrer quand je veux. Bon, donc tes indispensables, voilà, un carnet, enfin des carnets, de l'encre, des pinceaux. Ouais, une liseuse peut-être avec plein de livres dessus. Ou des Ouais. livres encore mieux, mais voilà, après, il faut faire des choix, et ça c'est compliqué. Mm. Mais en fait, ce serait cool d'aller sur une île déserte justement parce que on serait obligé d'être coupé de tout ça et puis de se réaccorder à l'essentiel et à ce qu'on a au fond là, plutôt que d'être tout le temps sollicité par l'extérieur et Ouais. J'allais dire, est-ce que c'était pas un peu ça le confinement? Mais on n'avait pas cette coupure. Et puis il y avait ce contexte anxiogène. Alors je sais pas comment tu l'as vécu toi au Japon. en fait, il y a une part de mon quotidien qui n'a pas changé puisque je travaille beaucoup à la maison. Après, le confinement lui-même, en fait, ici, on n'était pas obligé. Enfin, c'était tout le monde. Enfin, je pense vraiment la plupart des gens restaient quand même à la maison, mais on n'avait aucune règle. Enfin, en tout cas, on avait le droit de sortir, on n'allait pas avoir une amende. Donc pour ça, voilà, c'était quand même plus pratique. Après, du coup, Seb travaillait aussi à la maison, donc c'est les mêmes, voilà, nouveaux rythmes un peu pour
d'être à deux au lieu de seul et tout ça, même pour lui de travailler, d'être tout le temps au même endroit. Après, le confinement, ce qui est différent avec une île déserte, c'est qu'il n'y a pas les oiseaux, les fruits, les fleurs, la mer, la nature. Et juste un le... décompte de morts et une situation catastrophique, etc., quoi. Donc, t'as Voilà. raison, ça n'a rien à voir. Mm. Et Mais puis, effectivement, on n'a pas eu cette coupure, quoi. Parce qu'il y a ouais. plein de gens qui en ont profité quand même pour réfléchir un peu sur leur vie. Donc, c'était en Mm. ça où je faisais un peu le parallèle, mais c'est finalement le seul Ouais. point commun. Du coup, moi, je pourrais dire presque que je suis en confinement depuis que je me suis lancée en freelance. Parce que je pense que ça va vraiment avec. Tu peux pas faire avancer ton entreprise sans te poser des questions personnelles sur qui je suis, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mon équilibre, comment est-ce que je suis, enfin, est-ce que je suis légitime ou pas. Enfin, moi, j'ai fait énormément de développement personnel, voulu ou non, d'ailleurs, parfois obligatoire, pour trouver cet équilibre justement entre la part de moi qui veut être une femme entrepreneur qui fait monter son entreprise et gagner de l'argent et tout ça, et l'autre part de moi qui veut juste être, je sais pas, un bébé ours qui gambade dans les champs de fleurs, quoi. Et être tranquille et juste vivre et être, enfin, être, comment dire, en présence, enfin, être là, Oui, être, en savourer chaque pleine jour. conscience. Ouais, en conscience, voilà, complètement, pouvoir nommer chaque journée, savourer, se dire, bah voilà, il y a tout ça de beau autour de moi, c'est ce que j'essaie de faire déjà tous les jours et c'est pour ça, enfin ça fait aussi partie de mes inspirations, je pense, de capturer tout ce que j'aime, de vraiment mettre mon attention dessus, de m'y attarder et ça me nourrit complètement. Voilà, ça fait taire aussi les angoisses ou voilà ce qu'il y a de moins joli et c'est pas, enfin moi je suis quand même à l'autre bout du monde donc j'ai aussi ma famille au bout et toutes les choses qui peuvent se passer. Sans que je puisse avoir d'emprise dessus parce que de toute façon je suis à l'autre bout du monde et que voilà, c'était aussi bah par exemple pour le confinement des questions, des inquiétudes que nous on avait, c'était qu'est-ce qui va se passer si je sais pas Oui, si un oui. membre de la famille meurt, bah je peux pas rentrer en fait, enfin ou si mais enfin, c'est compliqué et voilà, enfin c'est je pense que ça change pas d'être à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du Japon dans ce genre de situation mais voilà, en tout cas, le confinement pour moi, ça n'a pas été un gros challenge émotionnel, en tout cas au niveau prise de conscience, parce que ça, je le fais déjà depuis. Enfin, je bosse énormément sur moi chaque jour pour Mm. vraiment pour ça, pour m'apaiser, pour trouver mon équilibre et voilà, pour amener de la douceur dans ma vie et surtout bah, en profiter, parce que si on en a qu'une, bah autant qu'elle soit belle, quoi. C'est clair. Et alors, pour conclure, Morgane, c'est quoi ce dont tu es la plus fière? Ah bah, de passer dans ton podcast. Alors là, elle est top cette réponse, j'adore. Mon ego te remercie. Non, non, et pour de vrai alors. Bah, c'est vrai quand même, mais sinon, à part ça, je pense que je suis fière d'avoir eu peur, mais d'y être allée quand même, on va dire. D'avoir surpassé toutes les fois où j'avais peur pour tout, que ce soit pour partir au Japon, pour me lancer, pour partager mon travail, pour passer dans un podcast, pour en fait chaque étape est un nouveau challenge et à chaque fois j'ai peur et à chaque fois ça se passe bien et du coup à chaque fois je progresse et je suis fière de moi, je me dis bah tu vois ça va en fait, enfin, c'est cool, les choses se passent bien et souvent en fait on se fait une montagne des choses et par exemple moi on me dit tout le temps mais t'as de la chance d'être au Japon, moi j'aimerais trop mais c'est pas possible, comme enfin en plus je parle pas japonais, bah oui mais moi non plus, enfin c'est il faut juste la seule différence entre toi et moi c'est juste que je l'ai fait mais j'avais pas plus d'assurance, pas plus de d'expérience, pas plus de j'étais pas plus douée, enfin pas du tout, c'est juste tout est possible et voilà, faut juste y aller. Donc ça je suis fière de m'être rendu compte de ça et je dirais aussi que je suis fière de notre vie, de notre équipe, celle que je forme avec Seb parce que on est forts tous les deux pour trouver euh, enfin, si on était des papillons, je dirais qu'on trouve bien nos fleurs au bout du nez, quoi. C'est On beau. arrive, ouais, on se réoriente. Enfin, on a conscience tous les deux que notre but, c'est d'être
heureux tous les jours, ensemble, mais aussi séparément dans la personne qu'on peut être l'un et l'autre. Et du coup, on essaie tout le temps de se réajuster, de tirer un peu la barre de ce côté-là ou de ce côté-là pour que notre petit navire navigue tranquillement et doucement et qu'on puisse observer le paysage du mieux qu'on peut pour après faire des belles peintures. Super, bouclé. Bon, super. Merci beaucoup Morgane pour ce beau moment passé ensemble. Tu vois, j'ai une affiche devant mes yeux du Cap Ferré, mais pourtant j'étais bien avec les fleurs de cerisier, avec le mont Fuji au fond, j'y étais. Bon super, tu vois, ça me fait trop plaisir et je partagerai de nouvelles images pour remplacer le Cap Ferré quand tu en auras l'envie. Super. Et puis à très vite sur Insta. Oui, à très vite, je te remercie beaucoup. Me revoici. Je vous invite à aller faire un petit coucou à Morgane sur Instagram, sur son compte morgane.boulier. Et Boulier, ça s'écrit B-O-U-2-L-I-E-R. Et bien sûr, venez me rejoindre sur mon compte podcast fait main. Et si vous voulez me donner un coup de pouce pour toujours développer le podcast, m'aider à le développer, pensez à me soutenir sur Tipeee. Il n'y a pas de petits dons. Le soutien que cela représente derrière ces quelques euros, ainsi que vos mots doux, ça me donne une énergie folle. Et vous le savez, derrière chaque épisode, il y a un travail très important d'échange avec les créatrices, après de temps pour enregistrer, monter et diffuser. C'est un travail que j'adore évidemment, et j'ai envie de le poursuivre le plus sereinement possible. Donc votre soutien sur Tipeee, c'est vraiment hyper important. À très vite pour un nouvel épisode, qui sera un épisode spécial, car on fêtera le premier anniversaire du podcast. Les invités, à ma demande, ont enregistré quelques mots à notre attention, et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. À très vite!